suivre, merci de nous suivre. J'ai plaisir à passer le relais tout de suite à la rédaction et précisément à Ronnie Béral pour le magazine politique du dimanche. Bonjour Ronnie. Bonjour Carole, madame, monsieur, bonjour, 12h04, bienvenue dans C'est-à-dire votre nouveau rendez-vous politique sur RCI. Alors durant 1 heure, et on va parler donc avec notre invité de ses projets, ses ambitions, sa vision politique. Il devra faire face au plaidoyer de nos juges et puis nous allons le tester face à l'adversité de nos auditeurs. Aujourd'hui, notre invité n'est autre que le conseiller municipal, mais également député de la première circonscription, Olivier Servat. Olivier Servat, bonjour. Bonjour Monsieur Béral, bonjour à Monsieur Sandronis, Monsieur Broland et aux auditeurs d'RCI. Merci de votre invitation. C'est-à-dire, devant les juges, pas forcément de pair. Allez, il a dévoilé un coin du voile, et tout comme du reste Alexandre Giraud. Les juges d'aujourd'hui sont donc Franck Broland, chef des locales de France-Antilles. Bonjour. Bonjour Ronnie, bonjour Olivier Servat et bonjour aussi également à Danick qui nous accompagne. Danick Zandronis, donc bonjour, de CCN et ZCL. Merci, c'est bonjour. La première fois depuis 10 ans que je viens à RCI. Écoutez, c'est un événement, hein. Écoutez, il faut le dire. C'est un événement, on va le fêter à la fin de l'émission. Bonjour Olivier Servat et bonjour Franck Broland, merci de m'avoir invité. Ma première question pour vous, Olivier Servat, aujourd'hui, pourquoi êtes-vous en politique ? C'est une question intéressante, Monsieur Béral. Ça fait écho d'ailleurs à les émissions du dimanche matin, qu'on regardait parfois l'heure de vérité, 7 sur 7. C'est peut-être ça qui m'a donné l'envie de faire de la politique au tout départ. Parce que je n'ai pas d'antécédents historiques, héréditaires, je n'ai pas de famille qui a fait de la politique, je pars de rien. Et je regardais ces émissions et j'aimais vraiment cette interaction entre les journalistes et le politique pour finalement traiter des problématiques du pays, du monde, de secteurs d'activité. Et j'aimais cette interaction, cette rhétorique dans l'intérêt finalement de la population. Je crois qu'on fait de la politique au final. Pourquoi ? Pour améliorer le bonheur des gens de la cité, améliorer leur bien-être et essayer d'être utile à notre niveau dans chacune des actions, guidées par l'intérêt général, la volonté du bien-être, du bonheur, et puis que notre espace, comme disait Réminet Souta, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Notre espace, qui est la Guadeloupe, l'archipel Guadeloupe, qu'on essaie de le rendre meilleur. Je crois que c'est pour ça. Danick Zandronis ? Bon, ça me convainc, mais j'ai envie de poser une question très générale à Olivier Servat sur la politique en Guadeloupe. Est-ce que vous êtes satisfait, entre guillemets, de la performance de vos collègues politiques? Parce que je l'écris souvent et je l'entends souvent aussi, en Guadeloupe, les politiques sont souvent muets face à la réalité de notre pays. Là aussi, c'est une question effectivement importante qui pose les fondements même de l'engagement politique. Quand on regarde les retours d'opinion, à peu près entre 50 et 60, 80% des personnes ne font pas confiance aux politiques. Ça veut dire bien qu'il y a quelques dysfonctionnements. Et pourtant, Danick, M. Zandronis, je crois que quand je regarde chacun des élus pris individuellement, qu'a fait SAIP, à niveau AI, que ce soit un conseiller municipal, souvent, qui passe du temps bénévole. Mais est-ce que c'est insuffisant? Non, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Largement insuffisant. Mais, de toute façon, tout ce que l'on fait est perfectible. Mais je voudrais quand même le dire en tant qu'élu, parce que, vous savez, une fois que vous êtes élu, vous revêtez un peu la responsabilité passée de millénaires, de centenaires, de décennies, de tout ce qui a échoué pour les élus. Et pourtant, au quotidien, chacun des élus donne de son temps. Je disais, les conseillers municipaux, souvent, c'est du bénévolat. Ils prennent du temps pour aller représenter le maire. Le maire prend du temps, souvent avec un défraiement très faible. Et tous les conseillers régionaux, départementaux, les députés, quel que soit le niveau, je crois qu'individuellement, il y a toujours des brebis galeuses, on est d'accord. Ouais. Mais globalement, les élus font de leur mieux. Mais comme la politique, malgré tout, ne résout pas toutes les difficultés aujourd'hui. Il y a encore quelques années, avec les 30 Glorieuses, lorsqu'il y avait une croissance, on avait l'impression que le politique décidait et que ça résolvait les problématiques du chômage, du social, de l'écologie, où on n'en parlait même pas. Mais maintenant, on rencontre en fait la limite de l'homme politique qui n'a pas tous les pouvoirs parce qu'il est obligé de composer avec quoi ? Avec la sphère économique, la sphère sociale, les pandémies qui nous tombent dessus. Et avec Paris surtout. Paris, bien sûr, parce que nous sommes département français, jusqu'à nouvel ordre. Enfin, c'est pas ma conception. Hein. Mais en fait, c'est la réalité, jusqu'à nouvel ordre d'année. Donc, il faut nous parler de ça. Mais pas aider ça, Peter. Il n'y a pas point de vue, moi. Oui, mais sauf que c'est réalité, nous, pour l'instant. Et comme je répète... Non, réalité, non, parce que bon, dire ça, non. Il faut, vous savez, Danick,
Vous savez, nous avons des discussions souvent animées sur ce sujet-là. Je crois qu'on doit dire les choses telles qu'elles sont la vérité. On aspire, vous le savez, j'aspire à terme à ce que la Guadeloupe soit autonome politiquement. Oui. On est d'accord. Mais au-delà, nous départements français, donc faut nous vrai. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle boute réminer sous ta noix dans bitin là. Mais nous pas bouter, nous pas bouter, nous pas aussi. Et nous pas mal goûter, effectivement. Mais d'accord vers. Mais faut nous vrai que nous pas mieux brouter dans le système là parce que nous ne peut pas dire nous pas dans noix dans. Oui, mais pour rester dans le questionnement de Danick, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à changer dans la posture de l'homme ou de la femme politique, d'avoir une parole plus vraie, parce que c'est ça qui fait que les politiques ont une mauvaise image, c'est que les gens ont toujours l'impression qu'on leur dit pas la vérité. Et on le voit actuellement avec la crise sanitaire au niveau national. Oui, c'est vrai, Monsieur Broland. Vous avez raison sur ça. Je lisais un article sur Angela Merkel, qui va partir bientôt. Il panicade du corps. Elle n'a jamais eu une affaire contre elle. Elle est sobre. Il fait ça ETP alors que c'est la femme la plus puissante au monde. Donc je crois que vous avez raison dans la posture. Ne pas toujours penser que la politique des pistes idiombité, c'est turbité torbi. Consulter plus régulièrement et pas que d'une élection à une autre, la population. Je crois que finalement, la démocratie participative, où on doit se rapprocher de la population, je vois des mouvements, on doit les respecter, même s'il y a parfois des actions particulières. Moun, Guadeloupe, balance ton siag, j'en oublie certainement, des gens qui font un travail intéressant, vivre sur le chlordécone. En fait, ça oblige dorénavant le politique à ne pas penser que des pays élus, c'est qui n'est raison. Non, on doit régulièrement, pour chaque décision importante, consulter la base de la population. Et oui, c'est une question aussi de posture, d'état d'esprit, en ne pensant pas que le politique a toujours une raison. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que souvent, le terme que vous avez employé, démocratie participative, est souvent employé par les politiques. Sauf que derrière, il n'y a pas vraiment de choses concrètes qui se réalisent par la suite. Je vais vous donner un exemple très concret me concernant. On va évoquer la problématique de l'eau. On va parler de propositions de loi, il faut nous faire, il faut nous pas faillir. J'ai été sollicité et j'ai sollicité des mouvements citoyens que j'évoquais à l'instant et ils vous donnent des idées parce qu'ils sont à la matière, ils sont au quotidien pour pouvoir présenter des amendements au niveau du Parlement européen. C'est ça qu'on doit faire. C'est une démarche, finalement, au quotidien très pragmatique. Démocratie participative est égale rencontrer les acteurs du terrain, les représentants des usagers, les représentants de ceux qui sont mécontents de la gestion de l'eau aujourd'hui, pour pouvoir s'enrichir de leurs expériences et les défendre en tant que députés. Concrètement, voilà ce que c'est, concrètement. On va partir 10 mois en arrière, Olivier Servat. Le 15 mars dernier, vous avez été largement battu au premier tour des municipales aux Abîmes. Comment on se remet d'une telle désillusion? Puisque j'imagine que pour vous, c'est peut-être une désillusion. Ouais, c'est une belle tape, hein. Très, très honnêtement. Pour mon groupe et moi, c'est une belle tape. On ne s'attendait pas à un si mauvais résultat. Par contre, c'est la démocratie, c'est le peuple qui s'est exprimé. Et on doit en prendre acte et considérer que, et je crois à l'intelligence collective, si le peuple très largement a élu l'équipe de M. Jalton, eh ben, on respecte ça et on comprend pourquoi il a fait ça. Sûrement parce qu'il a fait son travail, j'imagine. Sûrement parce que j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Sûrement parce que ce n'était pas le moment. Parfois, mon gars dit, ouais, mais ça va, j'ai député, qu'on va chercher, mais laissez-moi faire travailler, il vous fait travail de député. Donc, on se remet de ça, en se remettant en question, en discutant avec les camarades, avec la population, avec les journalistes, souvent aussi, pour identifier les difficultés, et puis revenir, parce que de toute façon, nous sommes élus à la ville des Abîmes. Nous sommes conseillers de la minorité de travail. La population nous a mis là, et bien on fait notre travail de vigilance. Franck peut en attester régulièrement, il est suisse là. Eh bien, on fait notre travail de vigilance, on propose, on vote quand c'est bon, on s'abstient quand ça ne nous convient pas et on ne vote pas, notamment les aspects budgétaires, parce qu'on va y revenir, la ville des Abîmes est en déficit. Mais enfin, on fait notre travail et de toute façon, comme je vous ai dit, pourquoi je fais de la politique? Pour améliorer le bonheur des gens, le bien-être des gens, eh bien je le ferai à la place de la population mamie. J'ai envie de dire, Olivier Servat, en vous écoutant, que c'est un discours zéro faute. Pas de souci. Sauf que c'est un discours que j'entends régulièrement de la part de tous les politiques. Et résultat des courses, ben, la Guadeloupe s'enfonce progressivement, malgré le bénévolat, malgré la gentillesse des politiques, malgré le fait qu'ils écoutent la base, etc., etc. Mais j'ai envie de dire que depuis pratiquement un siècle et demi, c'est le même discours. On vote, on élu, on réélu, on revote, etc.
mais la Guadeloupe reste la Guadeloupe et les choses ne changent pas, que ce soit au niveau sanitaire. Je ne prends même pas le problème de l'eau, on va en parler tout à l'heure. Mais globalement, au niveau de l'échec scolaire, la Guadeloupe est en retard. Au niveau de la vie quotidienne, de la vie chère, on a mené un mouvement ici en Guadeloupe en 2009. On croyait que tout allait être réglé, rien n'a été réglé, etc., etc. Donc, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que les politiques sont véritablement efficients dans la réalité actuelle? Alors, vous dites, M. Serva, que nous sommes dans un système français, nous sommes département français, mais est-ce que c'est un avantage aujourd'hui? Monsieur Dani, vous posons pas cette question-là. Illettriste, vie chère, sanitaire, dépendance. Oh là là, ça fait beaucoup, hein? Il nous faudrait au moins 5-6 heures pour faire ça. Bon, alors grosso modo. Oui. Grosso modo, premièrement, il faut avoir l'humilité de dire que la politique ne peut pas tout résoudre. Oui. Non, mais ça, faut vraiment. Et c'est vrai que ça, c'est un peu déstabilisant, y compris pour le citoyen. Parce que quand il m'a pas à comprendre, nous, Elie, c'est Bouga, et c'est Bouga qui dit, nous, ne peut pas résoudre le problème en nous. Il y a un problème, c'est pas assez vieille. Donc, premièrement, intégrer ça. Le politique ne peut pas tout résoudre malgré toute sa bonne volonté. Deuxièmement, le monde est compliqué. La France est en difficulté et la Guadeloupe est en retard. C'est vrai. Je ne prendrai pas la genèse de ce qui s'est passé depuis la départementalisation. Mais, grosso modo, globalement, Danick, le niveau de vie des Guadeloupéens a augmenté, même si on a un taux de pauvreté trop important. Le niveau de lettrisme de la Guadeloupe a augmenté, même si on est 3 fois plus illettré qu'en France, c'est vrai. Très en retard en Guadeloupe. Très en retard en Guadeloupe. Vous parlez de la vie chère. C'est un problème épineux, vous le savez bien, c'est un problème qui, si il avait une solution simple, Lurel avait essayé de faire, de sauter les monopoles. Finalement, quand vous écoutez les responsables aujourd'hui, il y a plus de monopoles avec cette loi, même s'il y avait de la bonne volonté. Il y a eu une loi sur finalement l'égalité réelle outre-mer, votée en fin 2017, en fin de mandature par les socialistes, mais en fait qui était une loi finalement une loi d'intention, même si elle avait que des choses intéressantes, mais difficilement praticables. Donc en clair, il y a quand même quelques avancées de nos politiques à leur niveau. Par exemple, il y a eu le congrès. Il y a eu le congrès des élus. Ils se sont engagés, et ça va vous faire plaisir, ça vous a fait plaisir, vers une... Et la suite, il n'y a pas de suite. Mais oui. Suite, mais Covid tombé, c'est nos d'avenir, ou pas convier ça. Le problème, tout ce que vous dites, on peut l'accepter, qu'il y a quelques petits progrès, etc. Mais c'est que le système est arrivé au bout. Il ne peut pas aller plus loin encore, on ne peut pas aller plus loin. La départementalisation de 46 à aujourd'hui, on est arrivé au stade où la Guadeloupe pas qu'à avancer encore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de la décision guadeloupéenne devrait être en Guadeloupe. Elle n'est pas en Guadeloupe, elle est à l'extérieur de la Guadeloupe. On a le cas du PPL actuellement, où on voit un ministre français veut imposer aux élus guadeloupéens une décision qui est communale. Enfin, la question de l'eau qui est communale. Il voulait que c'est lui qui est en bas là qui, je savais heureusement pas adapté à ça, parce que, on t'est reproché sur ça actuellement. Mais, nous, on va parler de ça, la PPL. Mais sur, la responsabilité guadeloupéenne, les élus, quand même, en congrès, et c'est un élément nouveau quand même. Les élus en congrès ont dit, nous voulons une structure unique et nous voulons plus de responsabilité en Guadeloupe. Et d'ailleurs, nous voulons moins d'intercommunalité. On l'a dit, c'est vrai que depuis, on n'a pas eu de nouveau congrès, élection régionale Cavine, mais le Covid nous est tombé dessus, on a perdu quasiment 1 an, mais il y a quand même cette volonté exprimée des élus de façon unanime. Mais, oui, Danick. Le Covid, c'est pas une excuse, hein, parce que le Covid frappe davantage en France et la France a fonctionné. Donc, si les élus de Covid ou pas avaient masque, geste de barrière, au TV font un congrès, ils voulaient vraiment faire un congrès pour avoir plus de responsabilités. Et la question se pose justement à cause du sanitaire aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu réunir un congrès. Sinon, la région n'aurait pas pu fonctionner. Vous avez fait un rep binaire avant hier, on aurait pu faire même un congrès, un rep binaire, même ça, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections avant, personne ne veut mouiller son maillot. Je suis d'accord avec vous. D'accord, il faudrait effectivement arrêter que les choses s'arrêtent à l'approche des élections, parce que chaque année, il y a une élection. Hein. Voilà, chaque année, il y a une élection. Donc, il faudrait qu'effectivement les élus, de ce point de vue-là, soient un petit peu moins politicards, moins frileux et plus engagés dans l'action qui fasse évoluer les choses, notamment vers une structure, une collectivité unique. Je suis d'accord avec vous. Oui, alors pour rester dans la question, on revient toujours au même problème. Hein. Pour moi, depuis la première question, on reste vraiment dans le même mode. C'est qu'on en revient toujours à la parole du politique, à la volonté réelle du politique.
Parce que quand vous dites que il faut pas attendre tout du politique, le problème c'est que dans le discours du politique, il laisse à croire qu'il peut résoudre tout. Franck, laissez-moi vous dire, ne me parlez pas des politiques, parlez-moi de moi. Si on joue, autant de moi dit que je peux tout résoudre, que je ubité torbi, je vais résoudre les problèmes de la Guadeloupe, faites-le moi savoir. Moi, je ne suis pas là pour endosser toutes les erreurs des politiques depuis des millénaires et des centenaires et des décennies. Je suis Serva, un simple petit député qui est élu depuis une dizaine d'années et qui s'engage pour le bien-être de son pays de façon déterminée, de façon sincère, de façon engagée et de façon courageuse, je le crois. Donc, parlez-moi, s'il vous plaît, de mes actions. Olivier Serva, on vous sent beaucoup moins, on dira, virulent à l'encontre d'Éric Jalton, le maire des Abîmes. Les relations se sont réchauffées entre vous. J'en veux pour preuve d'ailleurs votre position sur le dossier de l'eau qui se rapproche clairement de celle d'Éric Jalton. Il y a du réchauffement dans l'air. Alors je dois vous faire une confidence, Monsieur Biral. Il n'y a jamais eu d'animosité entre Éric Jalton et moi. Jamais. Il y a de l'adversité. Je suis un adversaire politique, je suis engagé où je crois à un certain nombre de réalités, je veux que le bien-être des Abîmiens soit défendu, sauvegardé, que nos impôts n'augmentent pas, que la vie ne soit pas en déficit et que les services publics de l'eau, de l'assainissement, de la culture, du sport, de l'économie, du social soient défendus. Ça c'est clair. Jamais eu d'animosité, c'est un homme affable. Lorsque nous nous voyons, et nous nous sommes vus régulièrement ces temps-ci pour la problématique de l'eau, on va y revenir humainement, il n'y a pas de problème. C'est un Abîmien engagé, amoureux de sa ville, on peut pas le lui enlever. Il vient d'être élu avec son équipe très largement, donc il a une légitimité démocratique indiscutable. Je suis député, je me rends utile à mon territoire, à mon espace et donc aux Abîmes. Donc pas d'animosité du tout, de l'adversité très clairement. Un ticket, Jalton, Serva pour les prochaines régionales possibles. Timonie Douvan. C'est une question que je vous pose. Je réponds en boutade, bien évidemment. Parce que je ne crois pas, premièrement, que Éric Jalton veuille y aller au régional. Et je l'ai déjà dit. Donc, Olivier Serva pourrait y aller et Jalton derrière. Et je l'ai déjà dit, moi. On va dire que moi, Babjod, là, au dimanche après-midi. Non. Moi, je ne suis pas candidat aux élections régionales. Pourquoi? Parce que je suis député. Et je suis conseiller municipal de l'opposition. J'ai démissionné de la région, vous avez vu, pour me consacrer aux Abîmes. C'est un enseignement de la défaite, hein, aussi, en me disant, ouais, mais Serva, tu es un petit peu trop éloigné de nos Abîmes, reste avec nos problématiques. Eh ben, je suis conseiller municipal de l'opposition et Cap-Excellence, je suis content. Je fais mon travail, je crois, avec le plus de sérieux possible. Maintenant, pour les régionales, on aura notre mot à dire, très clairement, sur le programme. On a quand même un bilan sortant avec une équipe sortante. On aura notre mot à dire sur le programme. J'aurai des candidats de mon mouvement politique Écos-Abîmes. Je suis membre du dirigeant du GUSR, on aura notre mot à dire sur cela, mais intuitu personnel, je ne serai pas candidat aux élections régionales et je ne crois pas qu'Éric non plus, mais enfin, il faudra lui demander. Un ticket Jalton Serva pour soutenir X, Y ou Z, vous m'avez pas répondu à la question, vous m'avez pas dit non en tout cas. Eh ben oui, ça par contre, alors ça c'est une question intéressante. Nous sommes dans une équipe sortante. Chalus avec GUSR, Losbar, Serva, une partie de la droite. Et donc, on a un bilan à défendre. Tout n'a pas été parfait. Il faudra qu'on s'asseye ensemble. Entre nous, déjà. Pour voir qui bien fonctionné, qui pas bien fonctionné, qu'est-ce qui devrait mieux fonctionner. Et si d'aventure, on tombe d'accord sur la perspective pour la Guadeloupe, dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens dans les prochaines années, il n'y a pas de raison qu'on puisse se diviser parce que il y a tellement de problèmes actuellement. Nous, île, qui a peu d'habitants, qui a vieilli, qui n'y encore des monde qui n'y comorbidité, soit diabète, soit hypertension, soit obésité, on va pas se diviser pour des chamailleries politiciennes. Ça, c'est pas ma position. Je suis pour une union, un regroupement, mais par contre, avec des conditions sérieuses. Et si le maire des Abîmes qui pèse se rend compte qu'il avait fait un mauvais choix la dernière fois et qu'il veut nous rejoindre, il est le bienvenu. Alors, j'ai envie de rebondir un peu sur la question de Rony Béral, mais pas avec Jalton, parce que j'ai bien compris, c'est un petit peu nuancé en ce moment, tant mieux. Puisqu'à l'époque, il y a une bagarre incroyable. En tout cas, il n'y a plus de friture sur la ligne. Voilà, il y a une bagarre incroyable sur l'Agroparc, ça s'est calmé un petit peu avec Olivier. Mais quelles sont les relations aujourd'hui avec En Marche et avec Macron? Est-ce que, comme vous l'aviez dit il y a quelque temps, vous avez toujours son portable et que vous pouvez à n'importe quel moment intervenir? Danick, pas poser la question là, sans la faire portable à Macron. Je vais te donner le portable. C'est le boss. Ok, bon, ça va Macron, et ok, crier. Pas parler en décipitation, cause à faire portable à Macron, il y en a marre. C'est bon. Ou tirer portable. Non, on est toujours. Alors, quelle relation avec En Marche avec Macron, la Macronie actuellement? Eh bien, les relations sont des relations de responsabilité. Je l'ai dit quand j'étais
candidat député. Oui. Je regarderai le président Macron avec ses grands yeux bleus et moi, mes grands yeux noirs. Toujours en direct. Avec ton drapeau derrière? Toujours. Mais tu l'as d'ailleurs, tu l'as vu. Oui. J'ai les 3 drapeaux. Oui. La Guadeloupe, la France et l'Europe. Parce que c'est sa réalité en nous. Donc les relations sont des relations de responsabilité et je peux vous dire, on pourra prendre dossier par dossier. Je ne suis pas là pour faire le service après-vente du gouvernement En Marche. Je suis là pour défendre les intérêts des Guadeloupéens et à chaque fois que j'ai eu à prendre une décision en tant que député, on pourra prendre décision par décision. Si vous voulez bien, vous allez voir que j'ai défendu les intérêts de la Guadeloupe. Alors, et si nous ne sommes pas d'accord, par exemple, un seul exemple, Danick. Oui. Je suis le seul député En Marche à ne pas avoir voté la confiance au gouvernement, là, quand il a changé, parce qu'en tout cas, il était trop à droite, le gouvernement, là, ça avait la bonne CAC, alors, etc. En tant qu'Abimien, oui. ou pas conseiller Théophile Tibouin pour PPL, là? Alors là, il faut nous parler de ça plus sérieusement. Qui ça, là? Je suis prêt à parler de l'eau. Alors, si c'est le sujet de l'eau. On va en parler tout à l'heure. On va d'abord relancer quand même l'appel aux auditeurs, puisque 2 auditeurs devront poser une question à Olivier Servat, et c'est maintenant donc qu'ils doivent appeler pour ce faire. On va poursuivre avec vous, Franck Bolland. Oui. Alors, Olivier Servat, donc on a bien compris, pas de ticket Jalton Servat pour le moment, au moment où nous parlons, parce que on sait très bien que ça va très vite en politique. Est-ce à dire que Olivier Servat a tiré les leçons du passé et qu'il a décidé de ne plus courir trop de lièvres à la fois? Oui, c'est vrai, Franck, vous avez raison. On a pu me percevoir comme ça en disant trop pressé, trop à goulou grand fal, c'est vrai. Oui, j'ai retiré ces leçons du passé en se concentrant. J'ai 2 mandats qui sont déjà très prenants. Hein. Vous n'imaginez pas le travail que l'on a entre conseiller municipal de l'opposition et à Cap Excellence. Pourquoi? Parce qu'il y a des conseils municipaux et de Cap Excellence régulièrement. On travaille tous les points avec nos élus, tous les points on les travaille pour apporter des argumentations et être utile à la population. C'est un travail monstre, hein, monstre. En tant que député, vous imaginez que je suis député de la majorité. Ça sert quand même d'être député de la majorité parce qu'on a l'oreille plus facilement et on avance plus facilement sur les dossiers que quelqu'un de l'opposition. Ça, je crois que vous ne pouvez pas en discuter, messieurs. Là dans la majorité, ou plus puissant que l'autre dans la minorité. Ils sont d'accord avec ça quand même. S'ils sont pas d'accord avec ça, dis-moi. Au moins écouter quand même, hein. Au moins écouter quand même. Moins écouter que dans la majorité que dans la minorité. Oui, ça veut dire qu'à la limite, le député qui est dans la majorité, il doit fermer sa bouche parce qu'il y a un groupe qui décide. Parce que je sais bien que le temps de parole du député, quand vous êtes à la majorité, il est limité. Vous ne pouvez pas faire des interventions de 2 heures, 3 heures tout le temps. Il y a un temps de parole. Une fois que le temps de parole est en plus, c'est le groupe qui décide. Quand le groupe décide... ça, c'est intéressant ce que vous dites là, Danick. Et moi, je voudrais revenir sur ça, vraiment. Oui. Quand vous dites, le député de la majorité est moins écouté que le député de l'opposition, je rectifie. Oui. Le député de l'opposition travaille à ses faits débitants. C'est exprimé dans la presse pour dire pas d'accord, il fait des autres. Et là, forcément, ça fait le buzz avec les médias. Donc, les médias sont friands de cela. D'accord? Oui. Et ralentir les progrès de la majorité. Le député de la majorité, c'est quoi son travail? C'est de faire avancer les dossiers parce qu'il a la décision. D'accord? Oui. C'est de faire... Du groupe. Oui. Du groupe. Non, mais c'est le groupe majoritaire, donc c'est le vote au final. Ouais. Donc c'est de faire avancer les dossiers. Et pour ça, à part devant on fait des ordres, mais on pas les baillots. Je pars demain en France pour parler de la question donc de l'eau. Le portable sert toujours. Alors, en l'occurrence, là, c'est avec le gouvernement, avec le ministère des Outre-mer, avec le cabinet, avec le groupe parlementaire, parce que je suis député. Tu sais, je suis député. Et donc, évidemment, le portable sert dans la mesure où on peut faire avancer les dossiers pour la Guadeloupe, parce que c'est pas les portables qui ont faire avancer les dossiers. Et donc, je te dis un truc. C'est très important ce que tu dis. Tu dis, le député de la majorité, moi, écoutez, non. Des autres, nous avons fait là, nous pas fait devant les médias, nous avons fait en groupant, nous, en intimité. Je te jure que sur tous les dossiers qu'on pourrait voir, on a fait avancer les choses, mais en intimité de groupe majoritaire. On retient. Oui. C'est-à-dire, question des auditeurs. 12h28, question des auditeurs dans C'est-à-dire. Francette Desabîmes est au bout du fil. Bonjour Francette. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le député. Bonjour Francette. Bonne année, la santé avant tout. Merci à vous aussi. Alors ma question est sur les impôts. Macron a dit qu'il allait baisser les impôts locaux et supprimer la taxe d'habitation. Où en sommes-nous exactement? La réponse d'Olivier Servat. Okay. Merci Francette pour cette question. C'est vrai, on parle que de ce qui a dysfonctionné avec En Marche, Macron, ses messieurs, etc. Pourquoi ils n'ont pas dit que c'est Macron et le gouvernement auquel j'appartiens qui a supprimé la taxe d'habitation? À partir de l'année prochaine, personne ne paye. Parce qu'ils peuvent supprimer. Non, si. C'est pour ça pourquoi vous ressentez, M. Biral, parce qu'on est revenu supérieur à la moyenne. Mais à partir de l'année prochaine, si, je t'assure que l'année prochaine, même toi, tout le monde
ne paiera pas la taxe d'habitation. Mais c'est un progrès extraordinaire d'une 50aine d'années. Ils n'ont pas dit ça. Sur les prothèses dentaires, sur les prothèses auditives, remboursées, y compris pour les indigents. Pour le monde, pas a dit ça. Pas pour les lunettes. Non. Pas encore pour les lunettes. J'ai dit pour les prothèses dentaires et d'accord. auditives. Oui. Vous voyez, nous faisons avancer, on a dit mais pas pour. Mais notez déjà que nous faisons avancer sur les prothèses auditives et dentaires, alors que souvent, souvenez-vous de Hollande qui avait dit les sans dents, c'était une expression terrible pour les personnes qui ne peuvent pas se soigner. Eh bien là, c'est notre gouvernement, le gouvernement Macron, qui a remboursé à 100% ça. Ils n'ont pas dit ça. Les retraites en Guadeloupe. Aujourd'hui, les retraites en Guadeloupe. Avant, hier, c'était 250 € pour un homme, 350 € pour une femme. On s'est battu, tous députés confondus, pas rien qui la majorité, tous les députés de l'Outre-mer, notamment avec la délégation aux Outre-mer que je préside, pour qu'on passe à 850 €. Voilà une avancée. Et donc, oui, il y a eu des avancées sur ça, et j'aimerais qu'on puisse le dire, parce qu'il n'y a pas rien qui mauvais bitin qui passait. J'ai l'impression que la mode, c'est Macron bashing, bitin bashing. Mais quand un train arrive à l'heure, c'est normal, Olivier. C'est quand le train arrive pas à l'heure que c'est une information. Effectivement. On apprend ça dans les écoles de journalisme. Effectivement, Danick, tu avez raison sur ça. Mais quand même, essayez un jour de faire un petit point, balance actif-passif, de ça nous fait des biens, de ça nous pas fait des biens, pour équilibrer, parce que j'ai l'impression que tout ça, Macron fait pas bon. Donc vous avez répondu à Francette. Oui. Deuxième question d'auditeur, nous avons Manuel, je crois qu'elle est également des Abîmes. Bonjour Manuel. Bonjour. Emmanuel, pardon. Allô? Oui, allez-y Emmanuel. Alors, je suis une des femmes. J'aimerais savoir qu'est-ce que Olivier Servat, en tant que député, il va apporter pour les jeunes en tant en formation. La réponse d'Olivier Servat. Merci à vous Emmanuel. Merci Emmanuel pour cette question. C'est une question importante, parce que lorsque nous avons un chômage de masse, qu'est-ce qui arrive à résoudre la problématique du chômage? C'est la formation. Je vous donne des statistiques, quelques chiffres, pas beaucoup. Quand tu as un bac, quand tu n'as pas le bac, tu es au chômage à 50% en Guadeloupe. Quand tu as le bac, tu es au chômage à 13%. Quand tu as un bac plus 2, tu es au chômage à 10%. Quand tu as un bac plus 5, tu es au chômage à 5%. En clair, plus tu es formé, moins tu es au chômage. Ne laissez jamais, cher Emmanuel, et je m'adresse aux jeunes Guadeloupéens, ne laissez jamais quelqu'un vous laisser penser que formation n'a pas servi à rien. Allez le plus loin possible dans la formation, le savoir, la culture, l'intelligence, l'adaptabilité. Et donc, je dois dire, on parlait de la région, je suis assez déçu de notre bilan sur la formation professionnelle. Je le dis. Il n'est pas bon. Enfin, il n'est pas bon. On aurait pu faire largement mieux. On devra se poser la question pour la prochaine mandature. En tant que député, qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes déjà élu. En tant que député? Non, pour la prochaine mandature de la région. Oui, nous espérons qu'avec l'équipe que nous allons soutenir, on va être élus. Je ne sais pas encore quelle équipe on va soutenir. Mais Ça, c'est une information, ça. C'est une belle information. Mais Ça, c'est une bonne info, ça. J'ai pas dit quelle tête de liste, j'ai dit quelle équipe. Oui, Parce que nous j'ai bien cette équipe-là. compris. J'ai bien compris. Oui, Voilà. j'ai Bon. bien compris. Mais par contre, en tant que député, je dois dire encore un motif de satisfaction. Zokaï dit, moi, c'est les gens du MEDEF. Avec la région Guadeloupe, on a innové quelque chose au niveau national. Ils ont fait quelque chose pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes dans les contrats d'apprentissage, ce qui a été repris par... L'alternance. Exactement. L'alternance, et on voit ça en Allemagne. En Allemagne, il y a moins de chômage parce qu'ils font beaucoup plus de contrats d'alternance, d'apprentissage. Eh bien, nous, on a fait voter une loi grâce à cette innovation guadeloupéenne. Et ainsi, grosso modo, aujourd'hui, la première année d'apprentissage coûte 0 à une entreprise. La deuxième année coûte quasiment 10%, la troisième année 20%. Du coût normal. Ça, c'est la perspective. Parce que quand tu es en apprentissage, dans 80% des cas, après l'apprentissage, tu es employable. Donc ça, c'est la puissance. Donc c'est ce qu'on fait, Emmanuel, pour la formation des jeunes. On a développé le contrat d'apprentissage à fond parce que c'est efficace, ça fonctionne au niveau européen, ça fonctionne au niveau français, ça fonctionne au niveau Guadeloupe. Petite digression rapide avant de passer aux questions d'actualité. Qu'est-ce que vous dites aux chefs d'entreprise qui refusent de prendre des jeunes en stage en ce moment, en prétextant le Covid? Alors, vous savez que je suis expert comptable et que je suis à la matière des entreprises tous les jours. Là encore, ce sont des hommes et des femmes courageux. Ce sont des hommes et des femmes qui prennent de leur temps, qui se lèvent le matin et qui ont parfois un revenu beaucoup plus faible que s'ils étaient salariés ou s'ils étaient fonctionnaires, on doit le dire. Je vois aussi des hommes et des femmes qui gagnaient leur vie depuis des décennies avec le Covid, qui sont en difficulté. J'ai une pensée pour eux, parce que c'est difficile et parfois le monde s'effondre sur eux. Ils doivent pointer aux minima sociaux, pointer même dans les CCAS, etc. Donc,
Un chef d'entreprise ne refuse pas un jeune pour refuser un jeune. Il y a des exceptions. Mais un chef d'entreprise est un homme engagé ou une femme engagée et qui veut faire avancer son pays et qui a une action citoyenne. Moi, je le vois. Hein. À chaque fois que j'appelle une entreprise pour prendre un jeune, ils me disent si on a de la place, on les prend. Donc, s'ils ne les prennent pas, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a un coût, hein, quand même. Hein. Moi, je le vois en tant qu'expert comptable. Il y a un coût hein, pour gérer l'aspect sanitaire. Il faut mettre des barrières, il faut du gel, il faut des distances. Ça demande aussi. Hein. Il faut parfois faire du télétravail, donc il faut des liens de Wi-Fi. Avec du haut débit, ça demande des investissements, donc peut-être qu'ils n'ont pas pu le faire, mais de façon générale, et la grande majorité des cas, les chefs d'entreprise jouent le jeu. C'est-à-dire, face à l'actu. Face à l'actu, donc Olivier Servat, 12h34 sur RCI. Franck Breland, c'est à vous la première question. Oui, alors, j'aurais voulu avoir votre avis sur les dernières décisions prises par le préfet concernant l'entrée sur le territoire. Parce que ce matin, sous les chaînes info, on parle surtout de la Martinique, qui ont pris à peu près où le préfet a pris à peu près les mêmes décisions, mais où en Martinique c'est obligatoire et en Guadeloupe recommandé. Votre avis sur ça? C'est une question importante. Une confidence, j'ai eu le préfet ce matin au téléphone pour ça. Parce qu'il y avait un flou, hein, je l'ai eu au téléphone. Et très clairement, il m'a dit qu'il va faire une conférence de presse dans les minutes ou heures à suivre. Lorsque quelqu'un sort de France pour venir en Guadeloupe, il devra bien évidemment avoir son test PCR et il devra assurer une auto-septaine. Il devra s'auto-confiner pendant 7 jours et après les 7 jours, il devra faire un test Covid. Ça veut dire quoi? Très clairement. Et c'est difficile à dire, mais pour les hôteliers, c'est une très mauvaise nouvelle. Et en discutant avec le préfet, on constatait que ça risque de compromettre sérieusement la saison touristique qui reprenait. Alors, pourquoi? Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il m'a dit, monsieur le député, c'est pour protéger la Guadeloupe du Covid qui sévit de plus en plus fort avec le variant de plus en plus brutal. Qui est désormais à nos portes. Et qui est à nos portes et on doit protéger la Guadeloupe. Voilà la réponse, monsieur Bolland. Non, mais vous n'avez pas répondu à la question parce que moi, est-ce que ça vous interpelle pas que ce soit recommandé en... Qu'est-ce qui est recommandé? La septaine. Non, mais je viens de vous répondre, monsieur Bolland. Je viens de vous dire que le préfet, c'est pas recommandé, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il va faire une conférence de presse pour clarifier cela, là, dans les prochains temps. Pour protéger la Guadeloupe contre le Covid qui repart fort en France, avec de plus en plus de malades, le variant semble moins mortel, mais en tout cas beaucoup plus contagieux, eh bien, les personnes qui viennent, elles devront faire une auto-septaine, ce qui va perturber la saison touristique sérieusement en Guadeloupe. Et ça suffira? Écoutez, monsieur Danick, je salue d'ailleurs monsieur Danican, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours pour ses déboires actuels, et j'ai une pensée pour lui. Monsieur Zandronis, je ne maîtrise pas ça. Je ne suis qu'un politique qui comprend ce qu'on m'explique lorsqu'on me dit que le variant est menaçant et qu'on doit prendre des mesures. Est-ce que ce sera suffisant? On saura ça dans les prochaines semaines. Oui, mais pas après, parce que regarde ce qui se passe dans une île à côté, à Dominique. Mm-hmm. Pratiquement, les gens sont vraiment mis en quarantaine parce que l'auto-quarantaine n'est pas respectée. J'ai eu des exemples. Premièrement. Deuxièmement, je peux le dire, peut-être un jour, je sortirai l'information autre part. Il y a des gens qui sont arrivés en Guadeloupe sans test. Bien sûr. Comment pas dire rien? Et oui, je partage votre avis. J'ai eu même c'est grave, ça. Très grave. J'ai eu à le dire au préfet et à la DG de l'ARS en lui disant, premièrement, on peut falsifier le test. Voilà. Et donc, je lui ai dit que je demande vraiment à ce qu'il y ait des contrôles directement avec le laboratoire français. Eh bien, elle m'a rassuré sur ce point. Elle m'a dit que c'est possible. Elle m'a dit qu'ils en font, par sondage. Oui. Ils font un certain nombre de personnes où ils comprennent pas, où ils font des sondages. Et ils font le lien entre le test de la personne et le laboratoire pour vérifier que c'est bon. Et elle m'a dit quand même que sur les quelques tests qu'ils ont fait, il n'y avait pas de triche. Par contre, est-ce que c'est suffisant? Là, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai eu ce matin, c'est pour ça que j'ai appelé le préfet, 3 hôteliers qui m'appellent très inquiets
Donc, Oui, pour eux, c'est déjà beaucoup, ce qui se passe là. Est-ce que c'est suffisant pour le sanitaire au niveau guadeloupéen? Il faut toujours trouver le bon équilibre qui n'est pas évident à trouver. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'on a un autre problème, c'est le problème de la Guyane. Oui. Puisqu'avec le Brésil, l'Amazonie, la Covid augmente beaucoup. Bon, je ne sais pas quelles mesures ont été prises pour les Guyanais qui voudraient venir ici et les Guadeloupéens qui vivent en Guyane qui veulent venir ici. Mais là aussi, c'est aussi grave que ce qui se passe en France. Oui, bien sûr, il y a des restrictions. Entre Guyane et Guadeloupe, il y a des restrictions. La seule restriction qu'il n'y a pas, c'est entre Martinique et Guadeloupe pour l'instant. Oui. Mais entre toutes les autres îles, il y a des restrictions fortes pour protéger. Parce que effectivement, la France a des frontières avec le Brésil, avec le Suriname, par le Guyane, et là, ça pose souci. Non, très clairement, on est dans une situation délicate. Quand la DG de l'ARS et le préfet vous parlent de tests et qu'ils peuvent remonter à la source des laboratoires, Olivier Servat, est-ce que vous savez qui contrôle à l'aéroport d'Orly? Un vigile et une hôtesse donc de la compagnie aérienne. Ouais. L'hôtesse, elle a 300 personnes devant qui attendent pour enregistrer. Vous pensez qu'elle va prendre le soin de regarder comment on fait pour contrôler cela? Elle regarde rapidement. Moi, je peux le considérer. Elle regarde comme ça. Elle regarde négatif ou positif. Avec le nom d'une autre personne, il perd ça. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et quand j'ai dit, mais pourquoi, pour chacun des tests, on n'a pas, par exemple, un système de QR code, vous savez, de flash, où on aurait directement le lien avec le laboratoire? Ils m'ont dit, premièrement, c'est trop coûteux, et deuxièmement, les laboratoires ne veulent pas jouer le jeu. Donc, c'est une proposition que j'avais formulée, qui n'a pas encore prospéré, mais je crois qu'à un moment donné, il faudra sécuriser tout ça, mais en tenant compte du fait que les avions doivent quand même partir à l'heure, et qu'il y a du monde qui veut venir. Mais c'est une vraie question, je suis d'accord avec vous. Alors, on va parler du dossier de l'eau. Olivier Servat, vous avez auditionné en qualité de président de la délégation aux Outre-mer, donc les représentants des communautés de l'agglomération donc de Guadeloupe, du SIAC, de la région, du département, afin qu'ils puissent vous livrer leur lecture dans ce dossier. Mais parallèlement, on a un Élie Domota qui dit très clairement, dans ce dossier-là, il ne faut pas que les personnes paient leur facture d'eau, et puis qu'il demande également plus d'investissement de la part de l'État. Quel est votre avis? Question délicate et importante pour les Guadeloupéens et pour la responsabilité guadeloupéenne. Je vais prendre un petit peu de temps pour répondre sur ça. Tout d'abord, on est tous d'accord sur que l'eau dysfonctionne. La gestion de l'eau a dysfonctionné et dysfonctionne. Tout le monde est d'accord sur ça, premièrement. Deuxièmement, on est tous d'accord qu'il faut une structure unique de l'eau. Tout le monde. Donc, on est déjà au moins d'accord sur ces choses-là. Depuis plusieurs années, notamment avec la mandature de l'équipe Chalus et de l'équipe Borel, eh bien, il y a une volonté de régler au fur et à mesure la problématique de l'eau. Il y a eu un plan d'urgence, ça a été insuffisant. L'État a pris la main en voulant faire des réquisitions pour avancer et pour boucher les fuites. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi, avant 2014, avant la responsabilité des communautés d'agglomération, on n'avait pas tellement de problèmes d'eau? C'est récent, hein, ça date de 6-7 ans. Nous pas vraiment tant de problèmes à de l'eau. Parce qu'il y avait. C'était moins médiatisé. Les problèmes existaient. Oui, on est d'accord. La qualité de l'eau, les fuites, etc. Ces problèmes-là ont toujours existé. Sauf qu'à l'époque, c'était pas devenu un problème d'actualité, une question d'actualité médiatique et politique. Oui. Aujourd'hui, et puis il y a eu le sondage également de Calistat qui a placé l'eau au-dessus des préoccupations des Guadeloupéens, ce qui a fait vraiment là déborder en l'espèce le vase. Bien sûr, mais pourquoi c'est remonté? Parce que techniquement, il y a eu beaucoup plus de casse et beaucoup plus de coupures d'eau et de tours d'eau. Pourquoi? Parce que moi j'essaie de comprendre, parce qu'on n'est pas technicien de l'eau. J'essaie de comprendre pourquoi. En fait, j'ai compris, on m'a expliqué que quand il y avait un fermier général des eaux qui a fauté sur beaucoup de choses, qui a été insuffisant sur beaucoup de choses, mais grosso modo, il gérait globalement le système. Et techniquement, il y a des principes d'hydraulique qui font qu'il avait une vision globale du système et ça tournait à peu près pas trop mal, disons. Mais quand on a donné des compétences à chacune des intercommunalités, chacune s'est trouvée compétente sur un petit bout de territoire et elle gérait son petit bout de territoire sans la vision globale de la gestion de l'eau, et là, ça a commencé à dysfonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment... Vous avez dit que c'est à cause des Guadeloupéens que ça fonctionne mal, que quand c'était les sociétés françaises, ça fonctionnait mieux. C'est ça qu'on m'a dit. Non, c'est ça. On veut dire nous là. Non, à passant, on dit qu'il y a des pays, les communautés d'agglomération, la compétence de l'eau, et que chacune a essayé de gérer sa petite chapelle, ça a dysfonctionné. Oui. Mais maintenant, il s'agit de voir comment on fait cette structure unique de l'eau. Les élus locaux ont exprimé très clairement, je les ai auditionnés, vous l'avez dit, à la délégation aux Outre-mer. Ils ont dit, mais très, très clairement,
écoutez, nous avons pris nos responsabilités, 6 EPCI sur 7, région, département, tout le monde sauf Cap Excellence, quand même, pour résumer. Nous sommes d'accord pour signer des statuts au niveau local et Harry Chalus a dit qu'il demande au préfet, et moi c'est une bonne idée ça, de convoquer avant la fin janvier la CDCI, Commission départementale de la coopération intercommunale, pour créer ce syndicat mixte ouvert avec tout le monde, sauf Cap Excellence, et Cap Excellence continuera parce que la régie Eau d'Excellence fonctionne pour pouvoir avancer dans le syndicat mixte ouvert à créer à fin septembre 2021, sachant que le président Louisier a fait une démonstration très intéressante en disant que grosso modo, le SEG a plus de créances que de dettes, donc il peut fonctionner, il n'est pas obligé de liquider. Donc, ça c'est une voix, la voix des élus locaux, que je respecte, que j'entends. Ce sont des exécutifs. Et d'ailleurs, en discutant avec le président Jalton, il dit, écoutez, si on n'a pas d'autre solution, cette voie-là est une voie envisageable. Donc, d'un côté, 6 sur 7, syndicat mixte ouvert très largement, unifié, et puis Cap Excellence avec Eau d'Excellence, et puis il y aurait des cohérences. Là aussi, je m'en suis assuré auprès de Marlène Mélis, d'Éric Jalton et de son staff, dans une rencontre, pour qu'il y ait une coordination pour les travaux, parce que je vous ai dit, il faut gérer le système globalement, techniquement, pour que ça fonctionne. Ça, c'est la première voie. Pourquoi pas? Et effectivement, les élus locaux ont la légitimité, ils se sont engagés. Mais par contre, il y a une initiative parlementaire que je salue. Eh oui, je la salue, de députés Bénin et Théophile. C'était une commande, ça? Disons que oui, l'État. C'est une commande de l'État. Je ne dis pas que c'est une commande, parce que commande, ça a fait qu'on s'y nous a servi à Blanc France, etc. Donc, j'aurais pas pris ce terme-là, Danick. Mais mais évidemment, c'est la réalité. L'initiative, sous préférant dire, l'initiative est venue de l'État, c'est ça. Sûrement. Bon, mais quand même. On est d'accord que l'État a une responsabilité sur l'aspect sanitaire. On parle d'eau potable, on parle jamais d'assainissement. Oui. Ça va péter bientôt, ça. Et donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Justement, l'État qui prend ses responsabilités. Oui. Un peu tardivement, hein. Tardivement, depuis un temps, la Société Générale des Eaux était plus bonne. Dit que c'est le gouvernement Macron qui fait ça. Non, en radio, l'État colonial. Non, mais au moins, c'est le gouvernement Macron qui prend le taureau par les cornes. On peut dire ça. On va dire. Bon, initiative État parlementaire. Ok, d'accord. Je dis que je la salue, cette initiative. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça a le mérite d'accélérer les travaux des intercommunalités locales. Premièrement. Il a commencé à dire, quand même mettre loi, sinon, on porte manœuvre pour montrer que nous sommes crédibles. C'est une bonne chose, premièrement. Deuxièmement, et tout le monde l'a dit lors de nos auditions, on peut imaginer une amélioration des statuts signés par le SMO au niveau local pour au moins quelques points. Le premier, il faut une représentativité délibérative des usagers de l'eau. Mais oui, si les élus étaient dans un entre-soi, ils étaient qu'à fonctionner, ils n'ont pas ni pour vision, pour avis des... Premièrement, donc c'est là où je vais déposer des amendements. D'ailleurs, après en avoir parlé avec Cap Excellence, qui nous ont proposé des amendements, on va les défendre. Après en avoir parlé avec Moun Guadeloupe, oui, après en avoir parlé avec Balance ton Siag, après en avoir parlé avec un certain nombre de personnes, la démocratie participative. Ou pas le GTG. Non. LKP, non? Non, mais Bénin les a auditionnés et ils ont leur mot à dire sur ça. Mais si, on les a vus par l'intermédiaire des représentants des usagers, parce qu'eux aussi, une représentation des usagers, et Bénin a travaillé sur ça avec Théophile. Donc, il faut qu'on puisse, premièrement, assurer la représentativité des contribuables, des usagers, des forces constituées, les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de l'artisanat, chambres de commerce et agriculture. Et du MEDEF aussi. Hein. Comment? Du MEDEF. Non, ils seront représentés par les différentes chambres consulaires. Ensuite, il faudra que les salariés aient leur mot à dire. Donc, premièrement, je vais déposer des amendements sur ça. Deuxième point qu'on peut améliorer. Nous ne va pas parler d'aide de l'eau, assainissement, eau potable, mais nous va parler des eaux pluviales. Vous savez, des pignons de l'eau qui défendent grand fond et qui inondent tout le monde. Et parfois, il y a des personnes qui meurent. Eh bien, j'ai envie de déposer un amendement sur, pourquoi pas, la gestion des eaux pluviales aussi. Comme ça, on gérerait dans ce syndicat unique toutes les eaux pluviales. Et puis, le président Jalton, avec d'autres, pas que lui, pose une vraie question. On ne va pas créer un Titanic, c'est-à-dire un bateau qui est très beau, mais qui va sombrer dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Non,
il faut pouvoir créer une structure indemne de toute dette. Et c'est là où on doit travailler avec l'État. Et c'est là où l'État, et moi, Adonis, l'État doit prendre ses responsabilités. Et je vais payer l'argent. Il faudrait que l'État... Pour le SIAG, là, aujourd'hui, le SIAG, les salariés du SIAG, il y a quoi divine? Qui va payer? Attends, mais on va trop vite. On va parler des dettes fournisseurs pour l'instant. Oui, d'accord. Donc, l'État doit payer. Doit? Oui, il doit. Ouais. Doit. Mais là, on rentre dans un cycle, je parle demain, on rentre dans un cycle de négociation. Ouais. J'ai échangé aussi avec le ministre Lecornu aujourd'hui. Ouais. Et donc, il faut qu'on ait des réponses de l'État si l'argent Mouna. Donc, il faut que l'État mette plus d'argent que ce qu'il s'est engagé à mettre. Pour l'instant, on y travaille, on va y travailler. D'accord avec Elie de Mota. Bien évidemment. Elie de Mota, c'est un Guadeloupéen bon teint et qui défend les intérêts des Guadeloupéens. Et donc, maintenant, vous posez une question. Il faut que j'y réponde. Le SIAG, les salariés, etc. Il faut 0 licenciement. D'accord. Ce sont des hommes et des femmes guadeloupéens qui ont souvent une technicité, qui travaillent dur. Le président Louis l'a dit. Donc, il faudra qu'on trouve des solutions pour, 1, ne pas plomber les EPCI et 2, soulager l'aspect social. Et je crois qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. En clair, pour répondre à votre question très clairement, le SIAG aujourd'hui n'est pas à liquider. Il y a plus de créances. Il y a plus d'argent encaissé que de dettes. Et aujourd'hui, le recouvrement des créances est bon. Donc, le CAPEX ne va payer. Non, il a beau payer 2020. Justement, et oui, il faut que le président Jalton l'a l'argent quand même, parce qu'à doué, je ne sais pas trop. Alors, il a dit entre 6 et 14 millions, enfin, qu'à doué l'argent, donc qu'il montre sa bonne volonté, mais je n'en doute pas. Donc, non, mais il y a un truc que je veux bien comprendre. Donc, le SMO est en train de mourir au détriment du SIAG bis, c'est ça? Mais j'ai jamais dit ça, mais pas du tout. Non, mais il ne faut pas liquider le SIAG. Donc, il faut rester. J'ai pas fini ma phrase. Il faut pas liquider le SIAG, parce que le ministre, souvenez-vous, il a dit qu'il faut liquider le SIAG avant fin décembre. Avant fin novembre. Fin décembre. Là, c'est fin janvier, après il dit fin mars. Grosso modo, on va prendre le temps. Et ok, on va septembre, c'est en septembre. Voilà. Jusqu'à septembre, on va prendre le temps, tranquillement, sans précipitation. Enfin, ça, c'est ma volonté que l'on va défendre dès demain auprès des gouvernants. Bonne chance. Merci. On en aura besoin, mais on a besoin aussi de la détermination et du soutien des Guadeloupéens, et on va le faire. Il y a une chose qu'il faut qu'on dise. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette affaire-là une petite bagarre, entre guillemets, entre Gustin et Chalus, sur la question de l'eau? Écoutez-moi bien. Et après, il y a une question politique, c'est-à-dire la résolution de la question de l'eau peut servir aux élections régionales. Qui aura la main sur la question de l'eau aujourd'hui en Guadeloupe, il a gagné pour prochain régional là. Et on voit à ce moment-là se définir 2 tactiques. La tactique de votre ami Losbar, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des arrière-pensées derrière. Et puis de l'autre côté, il y a Chalus qui se barre aussi. Alors, c'est ça le problème. Parce qu'il ne faut pas non plus que la question de l'eau devienne qu'une question politicienne. C'est ça la question. C'est ça le problème. Et l'État, en ce moment-là, on a l'impression que il y a une position qui est pas très claire. Bon, enfin, pour Jalton, on peut comprendre, mais pour le reste, c'est pas très clair, ça. C'est ça. Alors, n'est pas très clair. Je vais vous répondre de façon très solennelle, monsieur Zandrounis. Il n'est pas question qu'aucun individu politicien guadeloupéen veuille faire de la politique politicienne avec l'eau. Pas question. En tout cas, moi, à ma place. Votre volonté. Non, c'est une volonté ferme. Et c'est une volonté, j'ai quand même quelques petits moyens en tant que député de la majorité. Il n'est pas question que qui que ce soit, n'importe lequel des politiciens, quel que soit son niveau politique, veuille faire de l'eau une politique politicienne. D'accord. Et j'y veille. Vous voyez, sur l'eau, moi, je suis un facilitateur. Je suis une transmission de courroie, mais par contre, vous me verrez en travers de tous ceux qui veulent faire de l'eau un intérêt politicien. Donc, pour répondre très clairement... Vous ne serez pas seul, j'imagine. Non, je ne serai pas seul. Parce qu'il y a une autre question. Mais attendez, je réponds à la première. Il faut que j'y réponde. Plus grave. Ah bon. Eh bien, sur ça, Zafa, Gustin, Chalus, Losbar, Théophile, etc., ça ne m'intéresse pas. Jalton, ça ne m'intéresse pas. Vous m'entendez? Ça ne m'intéresse pas. Le job de l'élu que je suis, c'est que les Guadeloupéens aient de l'eau dans leur robinet. Et on va avancer. Les 2 propositions se regardent. D'un côté, les PCU, structures locales, ils ont fait une proposition, s'intéresser, ils ont avancé. De l'autre côté, la proposition de loi, ça se regarde, on avance de concert. On fait un mix. Et pourquoi pas? Pourquoi pas un mix? Pourquoi pas? C'est possible. Parce qu'on peut faire évoluer la proposition de loi dans l'intérêt du SMO. Donc là, c'est ce qui m'anime. Et donc, toutes les postures autres que ça seront combattues fermement par moi. Mais Olivier, les 5 dernières Messieurs, minutes. 12h53, c'est déjà presque la fin de cette émission. Les 5 dernières minutes avec Olivier Servat. Les questions un peu plus légères, on va le laisser respirer un peu après l'avoir bien assailli. Questions bien sérieuses et je pense qu'il s'en est pas mal tiré. Je vais quand même lui poser une dernière question. Ouvrez ça, Danick, Ou dernière question. Je vais respecter. Non, mais c'est quand même, il faut attendre. Le problème, Olivier Servat, est-ce que
l'État, en reprenant la main sur l'eau, n'est pas en train de faire revenir les sociétés françaises qui ont géré l'eau en Guadeloupe? C'est ça la question centrale aujourd'hui. Je vais répondre très clairement. Et là, ça demandera un petit peu une minute. Je prends une minute. Allez, prenez une minute. Monsieur Zandrounis, la structure unique de l'eau sera la gouvernance de l'eau. Oui. Pour faire les travaux d'eau, d'assainissement et pourquoi pas d'eau pluviale. D'accord. Mais par contre, c'est pas elle qui va la faire. Elle va ensuite déléguer sur les territoires à des opérateurs. Ça peut être une régie, pourquoi pas eau d'excellence. Moi, je suis pour, par exemple, d'ailleurs, je vais défendre un amendement en ce sens. Général des eaux aussi. Mais attendez, j'y arrive. Je veux répondre à votre question. Et donc, en fonction des territoires, des expériences, il faudra une transition. Et il y a aujourd'hui des opérateurs qui font. Tu as par exemple sur Cap Excellence, tu as Eau d'Excellence qui fait un bon travail. On va pas la faire disparaître au profit de multinationales qui sont là, ils sont sortis. Vous me trouverez là aussi en travers de ça. Sur Trois-Rivières, il y a quelque chose qui fonctionne. Ça peut. J'habite Trois-Rivières. J'en sais quelque chose. Ça peut être une transition. Donc, n'imaginez pas et ne laissez pas, je dirais, agiter ce chiffon rouge en disant ouais, l'État reprend la main, nous allons faire rentrer multinationales. Mais pas du tout. Au contraire, c'est le syndicat mixte ouvert, la structure unique qui va décider de à qui elle donne les travaux. Est-ce que c'est en régie? Est-ce que c'est une multinationale? Sur le Nord-Bastère, il y a Caru-Kéo qui fait un travail. Pourquoi pas? Donc, je voudrais vraiment vous rassurer sur ça. Vous doutez bien qu'en tant qu'élu responsable, on ne laissera pas Général des Eaux qui n'a pas fait son travail totalement revenir et qui partit vers un paquet de l'argent, revenir et pour tirer les marrons du feu. On sera extrêmement vigilant, mais c'est justement la structure unique de l'eau qui va décider de à qui on donne. Et je défends l'amendement au nom de Cap Excellence, je vous le dis, c'est une information, pour qu'il y ait une période transitoire où on ne puisse pas bouleverser des équilibres de ceux qui font le travail aujourd'hui. Alors, bon, ça y est, messieurs, question un peu plus légère. Alors, j'ai noté quand même 7 fois le nom Éric Jalton, 4 fois Cap Excellence. Ça se réchauffe vraiment. Hein. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que je suis un abîmien. Oui. Je suis membre de Cap Excellence. Je suis membre d'Eau d'Excellence. On ne peut pas nier que Cap Excellence et Eau d'Excellence ont une position centrale où avec beaucoup de ressources, beaucoup d'entreprises, elles ont leur mot à dire. On ne peut pas ignorer Cap Excellence. Ça dérange peut-être certains, mais Cap Excellence est au centre. Et moi, je suis dans Cap Excellence. Je défendrai d'abord les intérêts de la Guadeloupe, mais il ne s'agit pas d'aller contre les intérêts de Cap Excellence. Donc oui, je défends les intérêts de Cap Excellence aussi. Vous déjeunez quoi ce midi, Olivier Servat? Eh bien, écoutez... c'est une bonne question. En pauvre, ça vaut qu'à manger en midi là. Ah, ou pas, tu te manges alors? Si, ça arrive moi que tu manges. Alors, on pas fort, mais ni d'éviter un méfait. Ou pas, brûlons les œufs. Ou pas, brûlons les œufs. Non, café cuit. Okay. Eh ben, j'ai 2 réchauds de bois chez moi et j'ai des broches pour faire des michouis. Nous pas fait ça en l'eau souvent, mais on peut faire, si vous voulez, en cabrite local. Alors, attention, hein. On cabrite bouc créole local de plus de 4 ans, précisément. Pour faire manger sérieux avec on cabrite à peau, évidemment. On peut faire, on vire à bar, ça fait ça. On peut faire diré pois rouge, on peut faire ses à ça. On peut faire un michoui aussi, j'ai fait un michoui aussi. Donc ce midi. On fait l'eau michoui même, hein. Non, ça on fait, non, on fait grillade. Michoui grillade, c'est comme aller dans 10 000 les fourmis rouges, les fourmis rouges. Les fourmis rouges et cause à messieurs, nous devons essayer de donner du bonheur à la population. Parfois ça a été un petit peu critiqué, mais je crois qu'on a fait de belles choses, effectivement. Voilà. Olivier Servat, j'aimerais vous questionner sur vos talents de danseur. Je me rappelle d'une vidéo qui avait circulé après minuit à Monalo, et où vous esquissiez quelques pas de danse pas très assurés. Alors, depuis, est-ce que vous avez pris des cours de danse? Monsieur Bolland, c'était un déboulé, nous te faisons un déboulé. Oui, mais ça. les pas de danse n'étaient pas très assurés. Effectivement, vous avez raison. D'aucuns me disent dans ma famille qu'un genre là raide. Apparaître tout seul, non? Mais si on mal parle aussi, bon, j'aimerais ça. Mais écoutez, non, on m'a dit quand même que pendant la campagne, j'avais fait un coup d'euro où, je ne sais pas la vidéo, où elle a pas été mauvais, je la ça. Mais en fait, c'était une exception. Mais en fait, je ne suis pas, bon, j'aime bien danser. Laissez-moi vous dire. J'ai gagné un concours de danse il y a 25 ans avec mon épouse. Nous sommes partis à Saint-Martin parce que nous étions le couple le plus résistant. J'ai gagné dans une association éveil 4 petits concours de danse, c'était ni boléro, salsa, zouk. En parfois, on m'a dit, oui, moi, bon, Ah, mais en tout cas, pour les gens qui ont vu la vidéo, je pense qu'ils ont un grand doute par rapport à ça. Moi aussi. Est-ce que, d'une manière générale, c'est une question très générale, les politiques sont des séducteurs? Oui, bien sûr, parce que on doit convaincre la population. Oui, pas bien que. sûr.
on doit convaincre la population. Oui. Et donc, on doit, hommes ou femmes, hein, on doit pouvoir les amener à penser que nous sommes des gens crédibles, qui peuvent faire avancer les choses. Et ça passe aussi par la conviction. Donc, parfois un peu, oui, la séduction, c'est vrai. Merci à vous, Olivier Servat. Merci à Danick Zandronis. Merci également à Franck Breland. Messieurs, Danick Zandronis, le rendez-vous demain, 12h30, donc, sur Canal 10 avec ZCL. Oui, ZCL News. Programme. Alors, en général, le lundi, on reçoit un décrypteur de l'information, soit Ozan Mounien, soit Didier Détouche. Demain, je crois qu'on va recevoir aussi la fille qui représente la chargée de communication du FEMI. Et puis, on a une chronique sur le digital chaque semaine. Donc, voilà, c'est un petit peu ça le programme du lundi du ZCL News. Franck Breland, dans les pages locales de France Antilles. Alors, dans les pages locales de France Antilles, on devrait retrouver un petit retour sur la polémique qui a cours en ce moment à la Riviera du Levant, entre Christian Baptiste et Cédric Cornet. On devrait aussi retrouver du carnaval. On va essayer de voir ce que font les groupes par rapport aux dispositions qui ont été prises. Donc voilà. Merci messieurs. En tout cas, il va être 13h sur RCI. Dimanche prochain, même heure, même antenne, vous retrouverez Sylvie Gustave dit Duflo, conseillère régionale. Merci à René Béral et à ses invités pour cet excellent magazine politique, c'est-à-dire qui